Tetsuo est un loser sans amis avec les compétences sociales d'un joueur de ligue, et depuis qu'il est enfant, chaque fois qu'il y a une autre personne près de lui, il rate toujours l'interaction de manière astronomique. Dans ce monde, des monstres appelés Keiju ont commencé à envahir la Terre en 2025, il y a donc eu une course pour développer des armes capables de vaincre les Keiju sans avoir à détruire une ville entière dans le processus. Le père de Tetsuo, le docteur Yabuzame, est l'un des principaux chercheurs de la force de défense anti-Keiju, et c'est un espèce de fou qui consacre tout son temps à ses recherches en robotique, donc il n'a jamais pris le temps d'apprendre à Tetsuo comment gérer les interactions sociales. En conséquence, même lorsque les camarades de classe de Tetsuo font tout leur possible pour l'inviter à jouer avec eux, il ne sait pas comment répondre et finit par s'enfuir, donc il est condamné à être un solitaire pour toujours. Sur le chemin du retour, Tetsuo remarque le nouveau robot boule de neige manifestant pour ses droits à l'extérieur du laboratoire parce que le docteur Yabuzame essaie de le faire sauter afin d'éliminer quelques Keiju. Quelques instants plus tard, Yabuzame s'approche et, après avoir appris qu'il s'agit de son plan kamikaze, il s'illumine de fierté, pensant que c'est l'une de ses idées les plus brillantes. En faisant plonger Snowball directement dans le Keiju et en le faisant exploser, ils peuvent réduire les victimes humaines à zéro, il est donc sûr d'obtenir plus de financement pour ses projets maintenant. Les autres scientifiques sont un peu inquiets car Yabuzame ignore complètement que Snowball ne veut pas faire cela ou que l'IA Ascension n'est pas nécessaire si elle va simplement agir comme un missile, mais bon, c'est lui qui est aux commandes ici. Plus tard, des sonnettes d'alarme retentissent dans toute la ville alors qu'une attaque de Keiju est annoncée, et Yabuzame pense que c'est le moment parfait pour tester la fonctionnalité kamikaze sur Snowball, alors il ordonne à ses subordonnés de se préparer au lancement. Cependant, à leur insu, Tetsuo a réussi à se faufiler seul dans la salle de lancement de ce qui est censé être un centre de recherche gouvernemental hautement sécurisé, et bizarrement, personne ne le remarque alors qu'il grimpe dans le robot. Ne vous posez pas trop de questions. Après être monté dans le cockpit manuel du robot qui a été spécialement conçu pour que les humains n'aient pas à le piloter, il prend le manuel d'instructions placé commodément dans le robot et commence à lire. Après que le docteur Yabuzame est informé de cela, il dit qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter car ces commandes sont bien trop compliquées à utiliser du premier coup. Le gamin devrait être un génie pour comprendre le manuel en quelques minutes, mais les compétences de Ligue de Tetsuo entrent en jeu, et vous regardez ça? Quelques minutes plus tard, il a compris les commandes. Il allume l'alimentation et commence à diriger Snowball vers la sortie, mais Snowball l'avertit qu'il doit sortir du cockpit immédiatement car son corps a été conçu pour exploser. Tetsuo lui assure que tout va bien se passer car il compte faire en sorte que Snowball n'ait pas à mourir. Il initie ensuite la séquence de décollage pour s'envoler vers le combat, et quelques minutes plus tard, plusieurs Keiju ont été abattus plus rapidement que jamais. Après la fin de la bataille, Tetsuo est acclamé comme le sauveur de l'humanité en raison de ses compétences de pilotage hors pair, et bien qu'il aurait normalement des ennuis pour avoir essentiellement volé une technologie coûteuse, cela serait mauvais pour les relations publiques, alors à la place, Yabuzame annonce que Tetsuo deviendra un pilote de combat officiel, ce qui signifie également que Snowball n'aura pas à se faire sauter de sitôt. Snowball remercie Tetsuo de l'avoir sauvé de la destruction, mais Tetsuo ne peut pas vraiment l'entendre pour le moment car il fait une crise de panique du fait qu'il est maintenant le centre de l'attention. Au cours des années suivantes, Tetsuo devient un trésor national pour ses combats héroïques contre les Keiju, et comme plus de temps et d'argent sont investis pour le soutenir, Snowball est de plus en plus amélioré. 10 ans passent ainsi, et Tetsuo est maintenant un adolescent à bord d'un vaisseau colonie spatiale de l'humanité. Il est toujours aussi célèbre qu'il l'était sur Terre, mais il manque toujours de compétences sociales, donc il a essayé de lire des livres sur la façon de se faire des amis. Malheureusement, cela n'a pas très bien fonctionné pour lui car quand il croise un groupe d'ingénieurs de son âge, l'un d'eux lui souhaite bonne chance pour son prochain combat, et la meilleure réponse qu'il a pu trouver fut, et c'est une citation directe, « Je vais mon du meilleur ». Les filles ne savent pas comment répondre à ça, et Tetsuo est tellement gêné par son faux pas qu'il s'enfuit vers un sas et s'envole vers Snowball. Snowball peut déjà dire à la réaction de Tetsuo qu'il a encore raté une conversation avec une fille et le pauvre gars est sur le point de mourir de honte. Il essayait tellement d'agir normalement qu'il ne pensait même pas aux mots qui sortaient de sa bouche. C'est ce que vous obtenez lorsque vous passez toute votre enfance à combattre des Keiju au lieu d'apprendre à communiquer réellement avec les autres, et maintenant la seule personne avec qui il peut avoir une conversation normale est Snowball, ce qui est triste étant donné que c'est un robot. Juste à ce moment, le commandant du vaisseau appelle pour informer Tetsuo des détails de la mission à venir. Actuellement, il se dirige vers le nid de Keiju dans le but de tous les éliminer une fois pour toutes. Une fois arrivés au nid, Tetsuo et Snowball doivent se détacher du vaisseau pour distraire les Keiju et gagner du temps pour que le vaisseau principal mette les choses en place. Ensuite, quand tout sera prêt, ils lanceront le laser infini omnidirectionnel, qui tuera tous les Keiju de la zone d'un seul coup. La seule façon pour le plan de fonctionner est que Tetsuo et Snowball parviennent à occuper les Keiju et à les mener à leur perte, donc le commandant dit qu'elle compte sur eux. Snowball promet de faire de son mieux, mais quand c'est au tour de Tetsuo de dire quelque chose, il rate encore une fois et dit un tas de charabia avant de mettre fin à l'appel.
Tetsuo panique à nouveau à cause de son manque absolu de compétences sociales, mais il n'y a pas de temps pour s'inquiéter de cela car une horde de Keiju a commencé à approcher, et chacun d'eux est énorme, il est donc temps pour Tetsuo et Snowball de se mettre au travail. Il déploie cette épée laser et commence à trancher les Keiju, ce qui étonne l'équipage de cabine, et le commandant n'attendrait rien de moins quand ils ont quelqu'un d'aussi impressionnant que Tetsuo à leur côté. Pendant que Tetsuo éloigne la majorité des Keiju, les boucliers du vaisseau bloquent les attaques du reste, ce qui leur laisse assez de temps pour tout préparer, donc une fois en position, ils commencent à charger le laser infini. Cependant, juste au moment où ils vont le déclencher, les systèmes laser s'éteignent soudainement. Tout le monde est stupéfait par ce qui vient d'arriver, et la technicienne essaie de redémarrer le laser, mais à son horreur, tout le système d'armes est en panne pour une raison quelconque, et elle n'arrive pas à le faire réagir. C'est une mauvaise nouvelle pour leur mission, mais le commandant n'a pas encore perdu espoir, alors elle dit à tout le monde qu'ils passent au plan B. Dès qu'ils pourront récupérer Tetsuo et Snowball à bord, ils battront en retraite. Cependant, juste au moment où ils pensaient que ça ne pouvait pas empirer, tous les systèmes du vaisseau s'éteignent, y compris tous les générateurs de boucliers, et un regard d'horreur envahit le visage du commandant alors qu'elle réalise que cela signifie qu'ils sont essentiellement des cibles faciles ici. Quelques instants plus tard, un Keiju géant percute de front leur vaisseau, et avec les boucliers baissés, ils traversent la passerelle du vaisseau, scellant le sort de tous ceux qui se trouvent à bord. Tetsuo est toujours occupé à repousser une horde de Keiju quand il remarque le vaisseau en flammes, et il est horrifié car il ne comprend pas comment la mission a pu échouer si gravement. Avec le vaisseau dans un tel état, il semble que tout le monde à bord ait péri, mais Tetsuo veut quand même y retourner car s'il y a ne serait-ce qu'une seule personne qui a survécu, il veut être là pour la sauver. Snowball essaie de lui dire que les chances que quelqu'un survive à ce genre de dégâts sont astronomiquement faibles, mais Tetsuo lui dit que leur mission est d'éliminer ces Keiju, et tant que ce ne sera pas fait, il refuse d'abandonner l'espoir. Snowball comprend, alors ensemble, lui et Tetsuo commencent à tailler dans la horde de Keiju, essayant de les anéantir pour le bien de l'humanité. Cependant, même s'ils parviennent à en éliminer un bon nombre, même après plusieurs heures de combat, il reste encore d'innombrables Keiju, et pour aggraver les choses, Snowball a été gravement endommagé et Tetsuo est absolument épuisé, donc on dirait qu'ils ne vont pas durer beaucoup plus longtemps. Maintenant, Tetsuo a officiellement abandonné car il sait qu'il a fait de son mieux. La seule option restante est de déclencher le protocole d'autodestruction et de faire exploser les Keiju pendant qu'ils sont tous encore rassemblés autour de Snowball. Tetsuo ne voulait pas en arriver là, mais il comprend qu'il n'y a pas d'autre moyen, donc il est prêt à faire ce qu'il faut. Snowball subit de plus en plus de dégâts de la part des Keiju au fil du temps, mais ils ont encore un peu de temps avant de devoir s'autodétruire, alors les deux ont une dernière conversation ensemble. Snowball mentionne que son seul regret est le fait de n'avoir jamais vu Tetsuo se faire ne serait-ce qu'un seul ami. Tetsuo lui crie dessus parce qu'il ne veut vraiment pas qu'on lui rappelle sa maladresse sociale alors qu'il va mourir dans quelques minutes, et d'ailleurs, il ne se soucie pas tant que ça d'avoir des amis parce que cela n'a pas d'importance tant qu'il peut être avec Snowball jusqu'à la toute fin. Snowball lui demande s'il est sûr de cela car il n'y a pas moyen qu'il n'ait aucun regret dans sa vie, mais Tetsuo est sérieux quant à ce qu'il a dit. Au début, il a fait de réels efforts pour passer du temps avec d'autres enfants de son âge, mais cela n'a jamais fonctionné car il ne savait pas comment les aborder ou demander à être inclus, donc il passait la plupart de son temps seul. Cependant, tout a changé lorsqu'il est devenu le sauveur du monde. Du jour au lendemain, il a commencé à recevoir tellement d'attention qu'il ne savait pas comment la gérer, ce qui l'a encore plus poussé à se couper du monde. Finalement, il a complètement cessé de se soucier de se faire des amis, mais ce n'est pas grave car au moins il a pu passer sa vie avec Snowball, donc il en est reconnaissant. Entendre cela de sa part rend Snowball extrêmement coupable parce que tout ce qu'il possède actuellement est grâce à Tetsuo qui a pris un risque avec lui. Il a transformé ce qui était censé être une bombe autonome en ce qu'il est aujourd'hui, et Snowball lui doit encore une grande dette pour cela, donc il ne peut pas laisser la vie de Tetsuo se terminer ainsi. Snowball procède à verrouiller les commandes de Tetsuo au moment où il s'apprête à déclencher la séquence d'autodestruction. Il dit à Tetsuo qu'il est coupable d'un crime et que ce crime était de profiter de la gentillesse de Tetsuo et de le priver de 10 ans de sa jeunesse juste pour pouvoir se sentir important. Tetsuo essaie de lui dire que ce n'est pas vrai parce que c'est lui qui a choisi de faire tout cela, mais même ainsi, Snowball se sent toujours coupable, alors il prévoit de se racheter en faisant en sorte que Tetsuo survive quoi qu'il arrive, et il le fait en préparant une capsule de sauvetage et en lançant Tetsuo vers la Terre pour qu'il ne soit pas pris dans l'explosion d'autodestruction. Alors que Tetsuo s'éloigne de plus en plus, Snowball lui dit que son dernier et plus grand souhait est que Tetsuo retourne sur Terre et vive une vie normale et heureuse après s'être fait beaucoup d'amis. À travers les larmes, Tetsuo promet de faire de son mieux pour réaliser le rêve de Snowball, ce que Snowball est heureux d'entendre, et un instant plus tard, la transmission est coupée alors que Snowball s'autodétruit, emportant les Keiju avec lui. La prochaine fois que nous voyons Tetsuo, c'est après qu'il est revenu sur Terre, et sa capsule de sauvetage le libère de son sommeil cryogénique. Selon le moniteur, il se trouve actuellement à Tokyo, au Japon,
et il a été en sommeil cryogénique pendant environ 8 ans avant de revenir sur Terre, ce qui est une nouvelle choquante pour Tetsuo car ajoutant cela à ses 10 ans de mission spatiale originale, il a été loin de la Terre pendant un total de 18 ans. Il n'a aucune idée de la façon dont il va interagir avec les gens maintenant qu'il y a un écart de 18 ans entre lui et les personnes qu'il connaissait. Il craint qu'il ne soit encore plus difficile pour lui de se faire des amis qu'avant. Il pense qu'il va devoir passer quelques années en reclus jusqu'à ce qu'il puisse comprendre les rouages de la vie sur Terre à nouveau, mais manifestement, il n'a pas besoin de trop s'inquiéter car pendant son absence, le monde était complètement recouvert de glace, donc il pourrait très bien être le dernier humain sur Terre en ce moment. Tetsuo ne peut pas croire que cela arrive vraiment car il n'y a aucun moyen qu'il puisse réaliser le souhait de Snowball s'il n'y a plus de personne avec qui se lier d'amitié. Il essaie de rester positif car il est possible que la glace ne soit que dans cette partie du Japon, donc il pourrait y avoir d'autres endroits sur la planète où il n'y a pas de glace, mais quand il affiche les images capturées par la capsule lors de la rentrée, il est mortifié de découvrir que tout le globe a gelé, donc il n'y a aucune région sûre sur la planète. Il ne comprend pas comment cela a pu arriver car, oui, il a été parti 10 ans, mais cela ne devrait pas suffire à plonger le monde entier dans un hiver nucléaire complet. Tetsuo finit par rester assis là pendant 22 heures parce qu'il ne sait littéralement pas quoi faire d'autre, mais il est finalement sorti de cet état par son estomac qui gargouille, alors il se lève pour aller chercher les réserves de rationnement de la capsule de sauvetage. Cependant, ce faisant, il active accidentellement un message de Snowball, et au début, il est excité car il pense que Snowball a peut-être survécu, mais malheureusement, il s'avère que ce n'était qu'un enregistrement des derniers mots de Snowball avant qu'il n'explose. En entendant une fois de plus le souhait de Snowball qu'il se fasse des amis, Tetsuo réalise qu'il ne peut pas se laisser abandonner sitôt après son retour sur Terre, alors il prépare un kit de survie, mange des rations pour se remplir l'estomac, puis il se prépare à partir dans le monde à la recherche de personnes car il est sûr qu'au moins quelques humains ont dû survivre quelque part. Après tout, son livre dit que la première étape pour se faire des amis est de sortir et de chercher des rencontres avec d'autres personnes, donc il doit se mettre au travail. Alors que Tetsuo commence à marcher, il est surpris par la quantité de neige qu'il y a ici, mais juste à ce moment, il passe devant un homme assis sous un bâtiment effondré, et il est surpris car il ne pensait pas que ce serait si facile de trouver quelqu'un. Il tente de parler à l'homme, mais il finit par trébucher sur l'excavatrice sur laquelle l'homme était assis, et à l'horreur de Tetsuo, l'impact fait que le corps de l'homme s'effrite en morceaux. Quelques minutes plus tard, Tetsuo organise un enterrement pour l'homme mort de froid pour lui rendre hommage, et après cela, il s'apprête à continuer, mais ses yeux reviennent vers l'excavatrice sur laquelle l'homme était assis, et elle semble encore fonctionner, alors Tetsuo s'approche pour voir si elle fonctionne encore, et par un miracle, le moteur démarre malgré les conditions. Tetsuo commence à traverser le désert avec l'excavatrice, et au fur et à mesure, il comprend à quoi servent les commandes, et il s'amuse beaucoup avec ça, mais il finit par tomber sur un trou géant, presque artificiel, dans le sol, et il se demande ce que cela pourrait être. Cependant, il ne veut pas se laisser distraire car sa mission est de trouver d'autres personnes et de se lier d'amitié avec elles. Alors qu'il s'apprête à partir, il réalise que l'humanité a peut-être creusé ce trou pour pouvoir se déplacer sous terre car il y ferait beaucoup plus chaud qu'ici. Il est soulagé à la possibilité que d'autres personnes soient encore vivantes ici, alors tout ce qu'il a à faire est d'appeler dans le trou pour voir si quelqu'un répond, mais il réalise qu'il est trop anxieux pour crier dans le trou car et si quelqu'un répondait réellement? Que dira-t-il alors? Il s'assoit au bord du trou et commence à réfléchir à ce qu'il devrait faire ensuite, mais juste à ce moment, il remarque une ombre projetée sur lui, et quand il lève les yeux, il est choqué de voir un Keiju se tenant derrière lui. Pendant une seconde, il pense halluciner, mais non, c'est bien un Keiju, alors il saute sur son excavatrice et commence à s'enfuir aussi vite qu'il le peut. Cependant, il a oublié qu'il y avait des trous géants à proximité, donc il finit par conduire droit dans l'un d'eux et tombe tout en bas. Au moment où il se réveille, Tetsuo se retrouve dans les restes gelés de la ville où il vivait autrefois, et il est soulagé que tout soit encore là, mais il est aussi triste de l'état dans lequel elle se trouve. Cela dit, il n'a pas beaucoup de temps pour pleurer vraiment la perte de sa maison car le Keiju est toujours là et il vient vers lui, donc il doit s'en occuper. Il remet l'excavatrice sur ses roues, et alors que le Keiju s'approche, Tetsuo se prépare à le combattre jusqu'à la mort. Alors qu'il s'apprête à attaquer, Tetsuo allume l'excavatrice et plante la pelle directement dans la bouche du Keiju pour l'empêcher de mordre, ce qui fonctionne pour l'instant, mais il est repoussé, donc il doit trouver un moyen de porter le coup de grâce à cette chose. Il n'a pas grand-chose à utiliser ici, mais ce qui faisait de Tetsuo un si excellent pilote était sa capacité d'improvisation, donc il parvient à élaborer un plan assez rapidement. Le Keiju n'est pas très intelligent, donc il charge toujours tête baissée quand il attaque, et Tetsuo peut utiliser cela à son avantage, alors il positionne la pelle juste devant la bouche du Keiju, et alors que le Keiju mord dedans, la pelle subit de plus en plus de dégâts jusqu'à ce qu'elle finisse par se casser, laissant à sa place une pointe métallique tranchante, et c'est exactement ce que Tetsuo attendait. Cette fois, alors que le Keiju charge au lieu de se défendre,
Tetsuo charge également, fonçant directement dans la bouche du Keiju, mais avant que le Keiju ne puisse le mordre, la pointe métallique de l'excavatrice perce l'arrière de la bouche du Keiju, transperçant jusqu'à son cerveau et le tuant sur le coup. Plusieurs minutes plus tard, un groupe d'humains qui étaient en train de récupérer des ressources passe par là et tombe sur la carcasse du Keiju, et ils sont très excités car ce sera une excellente source de nourriture pour leur colonie, mais alors qu'ils célèbrent encore, Tetsuo émerge soudainement de la bouche du Keiju en se frayant un chemin, et les gens se fichent de choc car ils n'arrivent pas à croire qu'un garçon vient de sortir de la bouche d'un Keiju mort. Tetsuo est juste content d'avoir réellement trouvé de vraies personnes après tout. Les gens sont terrifiés car ils pensent que Tetsuo est une sorte de démon, et Tetsuo aimerait leur parler, alors il commence à planifier sa conversation pour ne pas la rater, mais il ne trouve rien à dire, alors il leur fait plutôt le sourire d'All Might pour tenter de les mettre à l'aise. Cependant, cela a l'effet inverse car il trouve maintenant Tetsuo effrayant. Tetsuo veut vraiment au moins leur parler pour lancer le processus d'amitié, mais malheureusement, le combat contre le Keiju l'a épuisé, donc il s'évanouit quelques instants plus tard. Pendant qu'il est inconscient, Tetsuo a un flashback d'une époque où Snowball lui disait d'arrêter de compter sur les livres d'un gars nommé Lonely Owaki pour obtenir des conseils sur la façon de se faire des amis, mais Tetsuo lui dit qu'il n'a pas le choix car il doit apprendre d'une manière ou d'une autre. Cependant, il ne pense pas être fait pour tout ce truc de se faire des amis car la seule fois où les gens se soucient vraiment de lui, c'est quand il combat des Keiju, donc personne ne voudrait jamais être son ami. Au moment où il se réveille, il se retrouve allongé sur une natte dans la grotte, les mains liées dans le dos. Il se demande où sont passés les survivants qu'il a rencontrés plus tôt, alors il commence à regarder autour de lui, et à sa grande surprise, il trouve tout un groupe d'humains actuellement en train de disséquer le corps du Keiju. Il est ravi de découvrir qu'il y a encore autant de personnes en vie malgré l'état du monde, et il est excité car avec autant de personnes, au moins l'une d'entre elles est forcément prête à être son amie, alors il se prépare à aller les rencontrer. Cependant, se lever est un peu difficile quand on a les mains liées dans le dos, alors Tetsuo se désarticule nonchalamment l'épaule pour faire pivoter ses bras vers l'avant et se détache. Pendant ce temps, le chef de la section fait l'éloge d'Ao pour avoir trouvé une carcasse de Keiju aussi fraîche car cela nourrira la colonie pendant des semaines, mais même si Ao aimerait en recevoir le mérite, elle ne veut pas vraiment que son nom soit mentionné dans le rapport puisqu'elle n'était techniquement pas censée être ici. Après tout, explorer un nid de Keiju est extrêmement dangereux, et quelqu'un d'aussi important qu'elle n'est pas autorisé à mettre sa vie en danger dans ce genre de mission. Cependant, même si les anciens lui ont interdit de faire ce genre de choses, elle a toujours l'intention de poursuivre ses explorations car la seule façon d'espérer vaincre les Keiju est de s'investir pour les combattre. Juste à ce moment, les amis d'Ao accourent en panique et lui disent que le type qu'ils ont attaché plus tôt s'est échappé après s'être réveillé, et ils ne savent pas où il est. Pendant ce temps, Tetsuo se promène sur le site de dissection, regardant les gens découper le Keiju, et il remarque deux ouvriers utilisant de l'huile du corps du Keiju pour allumer une lampe afin de mieux voir, et c'est là qu'ils réalisent qu'ils doivent récolter des ressources sur les corps des Keiju. Cela a parfaitement sens car avec le monde en pleine ère glaciaire, les ressources sont incroyablement rares, donc ils utilisent les corps des Keiju pour rassembler et raffiner toutes sortes de nécessités quotidiennes, et il est impressionné par la résilience de l'humanité. Juste à ce moment, un petit enfant passe en courant et on dirait qu'il joue avec sa figurine Snowball. Tetsuo tend la main pour tapoter la tête de l'enfant, mais il hésite un instant, alors l'enfant saute pour toucher sa main à la place. L'enfant repart ensuite continuer à jouer, mais juste à ce moment, Tetsuo remarque un glaçon fissuré juste au-dessus de l'endroit où se trouve l'enfant, et il semble sur le point de tomber d'une minute à l'autre, donc Tetsuo doit faire quelque chose pour le sauver avant qu'il ne soit trop tard. Il n'y a aucun moyen qu'il puisse rattraper l'enfant à cette distance, alors au lieu de cela, il attrape un long os et l'utilise comme une épée pour trancher le glaçon avant qu'il ne touche l'enfant. Le père de l'enfant a vu toute la scène, donc il accourt pour vérifier son fils, et après avoir confirmé que Joji va bien, il remercie abondamment Tetsuo car il ne sait pas ce qu'il aurait fait si son fils avait été blessé ici, surtout quand il n'a cessé d'avertir Joji de faire attention à la glace. Les amis de Takamura lui disent de ne pas trop en demander à Joji car ce n'est encore qu'un enfant et il ne sait pas mieux, et après cela, il se tourne vers Tetsuo pour le remercier également, mais il réalise alors qu'ils n'ont jamais vraiment vu Tetsuo auparavant, ce qui est étrange puisqu'ils connaissent pratiquement tout le monde dans la colonie. Ils se souviennent vaguement avoir vu le visage de Tetsuo quelque part auparavant, presque comme s'il était censé être quelqu'un de célèbre, mais ils n'arrivent pas à mettre le doigt dessus, alors ils lui demandent de quelle division de la colonie il vient, et Tetsuo ne sait pas comment répondre à toutes ces questions rapides. Comme Tetsuo n'a répondu à aucune de leurs questions, les deux commencent à se méfier et pensent que Tetsuo leur cache quelque chose, mais pour Takamura, on dirait simplement qu'il harcèle le garçon qui vient de sauver la vie de son fils, alors il leur donne une tape sur la tête et leur dit de laisser le pauvre garçon tranquille car il est clairement submergé par toutes leurs questions. Franchement, il se moque de savoir qui est Tetsuo ou d'où il vient car tout ce qui compte, c'est que c'est lui qui a sauvé son fils, alors il tend la main à Tetsuo et se présente formellement.
Tetsuo n'arrive pas à croire qu'il a enfin l'occasion de parler à quelqu'un, et il ne veut pas gâcher cela, alors pendant que Takamura lui serre la main, Tetsuo rassemble son courage pour se présenter correctement, ce qui est la première phrase complète qu'il a réussi à dire à une autre personne depuis longtemps, donc c'est une grande réussite pour lui. Maintenant qu'ils se sont tous deux présentés, Takamura dit à Tetsuo de rester tranquille car il va aller chercher le meilleur morceau de viande de ce keiju comme récompense pour lui. Les amis de Takamura essaient de lui dire que le chef va être en colère s'il donne de la viande sans permission, mais Takamura dit qu'il s'en fiche parce que c'est une occasion spéciale. Ao et les autres voient également toute la scène, et ils avaient initialement l'intention de capturer à nouveau Tetsuo une fois qu'ils l'auraient trouvé car ils ne savaient pas s'il représentait une menace ou non, mais après l'avoir vu sauver l'un des leurs, Ao est convaincu que c'est une bonne personne, donc ils peuvent le laisser tranquille pour l'instant. Cependant, alors que tout allait bien pour tout le monde, une main géante sort soudainement de l'ombre et attrape la tête du keiju mort. La main s'avère appartenir à un autre keiju, et la vue de cette chose secoue particulièrement Tetsuo car pendant toutes ces années à tuer des keiju, il n'en a jamais vu un comme celui-ci auparavant. Le keiju abat sa main sur l'une des personnes, l'écrasant à mort instantanément avant de lécher le jus directement sur ses mains, et pendant que tout le monde panique, Tetsuo garde un visage impassible et essaie de trouver un moyen de résoudre le problème, mais il n'y a vraiment pas grand-chose qu'il puisse faire. Il n'a pas Snowball avec lui pour combattre, l'excavatrice est déjà détruite, et il n'a aucune arme pour la combattre. Peu importe comment il regarde la situation, elle est plutôt mauvaise, mais comme les gens ici ont probablement déjà eu affaire à ce genre de choses, il est sûr qu'ils doivent savoir comment arrêter le keiju. Ça ne fait rien, ils sont tout aussi mal préparés que Tetsuo, donc c'est à lui de trouver un moyen de sauver le plus d'entre eux possible. L'une des personnes a tellement peur qu'elle fait demi-tour et se met à courir, mais Tetsuo sait que les keiju réagissent aux mouvements brusques, donc faire cela ne fera qu'en faire une cible. Il crie au gars de s'arrêter, mais il était trop tard car le keiju avait déjà levé la main pour l'écraser et il serait très certainement mort de cela, mais à la dernière seconde, Ao a réussi à le pousser hors du chemin et à le mettre en sécurité. Le gars la remercie abondamment d'avoir sauvé sa vie, mais Ao est juste contente qu'il soit toujours en vie. Elle frappe sa tête contre la glace parce qu'elle n'arrive pas à croire qu'elle a laissé quelqu'un mourir sous sa surveillance, surtout qu'elle n'était même pas censée être sortie de la colonie en premier lieu, mais ses amis lui disent qu'il est inutile de se frapper pour cela maintenant parce qu'ils ont encore du travail à faire. Ao jure qu'elle ne laissera personne d'autre mourir, alors elle demande à ses amis de préparer toutes les machines d'urgence qu'ils transportent pour des situations comme celle-ci. Ils n'ont peut-être aucun plan pour vaincre les keiju comme l'espérait Tetsuo, mais ils ont au moins créé des protocoles d'évacuation pour s'assurer que tout le monde s'en sorte indemne lors d'une attaque de keiju. Grâce au brouillard, le keiju n'a aucun moyen de les repérer ou de les frapper, alors tout le monde commence à courir vers l'échelle de corde au bord du trou pour pouvoir remonter à la surface et s'éloigner de cette chose. Cependant, juste au moment où Tetsuo allait les rejoindre, il remarque le keiju qui se prépare et ouvre grand sa bouche. Bien qu'il n'ait jamais vu un keiju comme celui-ci auparavant et qu'il n'ait aucune idée de ce dont il est capable, toutes ces années de combat contre les keiju lui ont donné un sens aigu du danger, et en ce moment, son instinct lui dit que le brouillard ne suffira pas à tenir le keiju à distance. Il pourrait disperser le brouillard, ou il pourrait charger tête baissée vers l'échelle, mais dans les deux cas, cela finira par la mort de plus de personnes, et Tetsuo ne veut pas laisser cela arriver, surtout pas alors qu'il a enfin commencé à parler à quelqu'un d'autre que Snowball. Alors il prend la décision de servir d'appât et court devant le keiju pour attirer son attention loin des autres. Ils lui crient tous de revenir avant qu'il ne soit trop tard, mais Tetsuo est déjà derrière le keiju à ce stade, et son plan a clairement fonctionné car le keiju a arrêté de charger son attaque et poursuit maintenant Tetsuo. Cela dit, Tetsuo n'a pas beaucoup d'options pour assurer sa propre survie, donc le mieux qu'il puisse faire pour l'instant est d'esquiver les attaques du keiju et d'espérer trouver une cachette avant qu'il ne soit trop tard. Malheureusement, le keiju fait tomber des blocs de glace, et l'un d'eux frappe Tetsuo par derrière, alors il s'effondre par terre. Si rien n'est fait, Tetsuo va certainement périr, et Ao a déjà promis qu'elle ne laisserait personne d'autre mourir aujourd'hui, alors elle quitte son groupe et se précipite pour essayer de sauver Tetsuo. Malheureusement, au moment où elle arrive près de Tetsuo, le keiju l'avait déjà attrapé et s'apprêtait à le manger, mais juste avant qu'il ne puisse prendre une bouchée, les puces dans la tête de Tetsuo commencent à réagir, et un instant plus tard, le plafond de la grotte s'effondre alors que la capsule de sauvetage s'écrase et frappe de plein fouet le bras du keiju. Après l'atterrissage initial sur Terre, la capsule de sauvetage a commencé à télécharger un grand volume de données à partir de ses sauvegardes, et 48 heures plus tard, le téléchargement était enfin terminé. Donc elle a activé le protocole de défense que Snowball avait mis en place au cas où la vie de Tetsuo serait mise en danger après son retour sur Terre. La capsule s'est immédiatement verrouillée sur l'emplacement de Tetsuo grâce à la puce installée dans sa tête, et une fois qu'elle a eu son emplacement, elle a activé ses propulseurs et s'est lancée dans les airs, se dirigeant droit vers lui. Alors que la capsule se dirigeait vers Tetsuo, il a commencé à entendre la voix de Snowball l'appeler, et quelques instants plus tard,
Les personnes qui avaient réussi à remonter à la surface ont vu la capsule passer avant de traverser la glace, percutant le bras du Keiju, le forçant à lâcher Tetsuo. Alors que Tetsuo tombe dans les airs, il reconnaît la capsule de sauvetage, mais il ne comprend pas pourquoi elle est là. C'était une sécurité que Snowball a créée et dont même Tetsuo n'avait pas connaissance, et elle garantissait essentiellement que même si le corps principal de Snowball était détruit, une copie de son IA survivrait pour qu'il puisse rester aux côtés de Tetsuo chaque fois qu'il est en danger, et maintenant qu'il est là. Il active le mode combat de la capsule et étend ses bras et ses jambes tout en attrapant Tetsuo, et en atterrissant, il demande à Tetsuo s'il est prêt à se battre à nouveau. Ensemble. Il y a 14 ans, quand Tetsuo et Snowball commençaient à peine comme combattants de Keiju, ils étaient appelés en mission pour vaincre les Keiju qui attaquaient la ville, mais Yabusame, le père de Tetsuo et le créateur de Snowball, ne se souciait pas du tout d'eux personnellement. Tout ce qu'il voulait, c'était les données de combat de leur mission. Il oublia même de faire l'entretien de routine de Snowball et donna à Tetsuo une tasse d'huile au lieu d'eau, et après la fin de la bataille, il ne pouvait même pas prendre la peine de saluer Tetsuo et Snowball à leur retour. Ils ont tous deux dû faire face à la négligence de Yabusame, et d'une certaine manière, on pourrait dire qu'ils étaient frères de ce point de vue, ce qui explique pourquoi Snowball est devenu le premier ami de Tetsuo. Pendant longtemps, Tetsuo a eu un vide dans son cœur qui ne disparaissait pas, peu importe ses efforts pour y remédier. Il le ressentait chaque fois qu'on lui rappelait son incapacité à se faire des amis, et la seule chose qui l'aidait à se sentir mieux, c'était Snowball. Le Keiju lève son bras et tente de frapper Snowball, mais Snowball le voit venir et saute juste à temps pour l'éviter avant d'utiliser ses boosters pour voler en arrière et donner un coup de tête au Keiju, le renversant. Tetsuo ne comprend pas comment c'est possible car il a vu Snowball exploser de ses propres yeux, mais Snowball explique qu'au moment précédant l'explosion, il a réussi à transmettre toutes ses données ainsi que sa personnalité à la capsule de sauvetage. C'était un peu bâclé, donc le processus d'installation a pris beaucoup plus de temps qu'il ne le pensait, mais cela a fonctionné, donc il est de retour, et Tetsuo ne pourrait pas être plus heureux car il a enfin retrouvé son premier ami. Juste à ce moment, le Keiju parvient à se remettre sur ses pieds, mais il a subi beaucoup de dégâts à cause du coup de Snowball plus tôt car son bras est cassé, et toute la douleur semble l'avoir rendu furieux. Snowball se moque du Keiju et lui dit qu'il a bien raison d'être en colère car maintenant qu'il est face à lui et Tetsuo, il est condamné, même s'ils n'ont pas vraiment de bonnes armes avec lesquelles travailler. Ce dernier point attire l'attention de Tetsuo, alors il demande à Snowball s'il n'a sérieusement aucune arme, et Snowball le confirme. Après tout, ce n'était à l'origine qu'une capsule de sauvetage, et elle est mécaniquement inférieure à la conception originale de Snowball, donc ils ont de la chance qu'elle ait même des bras et des jambes. Ce n'est pas comme si c'était la faute de Snowball puisqu'il a juste travaillé avec ce qu'il avait à l'époque, mais Tetsuo se demande comment ils vont arrêter le Keiju s'ils n'ont rien pour l'attaquer. Snowball dit que ça ira tant qu'ils travailleront ensemble, mais cela ne répond pas vraiment à la question de Tetsuo, donc il est toujours très inquiet. Pendant ce temps, tous les survivants se demandent d'où vient ce robot géant et pourquoi Tetsuo lui parle, mais Ao leur rappelle à tous de rester à distance car il est toujours dangereux de s'approcher de ce Keiju tant qu'il est vivant. Keiju plante soudainement ses bras dans la glace et commence à tendre son corps comme la dernière fois, et d'un coup d'œil, Snowball peut voir qu'il se prépare à attaquer, alors il avertit Tetsuo, et Tetsuo parvient à les piloter hors du chemin juste à temps. En conséquence, le Keiju percute tête la première le mur derrière eux, et Snowball est soulagé d'avoir réussi à éviter cette attaque car si cette chose les avait frappés, ils n'auraient probablement pas survécu. Le Keiju se prépare déjà à lancer une autre attaque, alors Tetsuo dit à Snowball qu'ils doivent trouver un moyen de riposter car ils ne peuvent pas esquiver éternellement, et il a quelque chose en tête. Pendant ce temps, alors que les gens en regardent le combat, ils commencent à craindre que Tetsuo ne finisse par mourir, mais le chef d'escouade dit à tout le monde qu'il est sûr que Tetsuo ira bien. Les autres lui demandent comment il peut en être aussi sûr, alors il leur dit de regarder de plus près ces deux-là en bas et leur rappelle que ce n'est pas la première fois qu'ils voient cela. Tout le monde se tourne vers le combat pour essayer de comprendre de quoi parle le chef, et alors que le Keiju charge sur les deux, Tetsuo et Snowball se préparent. Heureusement, ils ont trouvé un moyen d'attaquer le Keiju, alors ils activent un booster concentré, créant une épée plasma de fortune pour le combat, et alors que le Keiju s'apprête à les frapper, ils font un pas de côté et lui tranchent la tête net en un seul mouvement rapide. La vue d'une manœuvre aussi parfaitement exécutée rappelle à tous le sauveur qui vainquait autrefois les Keiju pour l'humanité il y a des années, et réaliser un tel mouvement où il n'y a pratiquement aucune marge d'erreur serait impossible pour presque tout le monde, mais le fait que Tetsuo ait réussi à le faire prouve à tous ici qu'il est vraiment le héros d'autrefois, et ils sont tous ravis de cette nouvelle, alors ils se mettent à célébrer car cela pourrait vraiment faire pencher la balance en leur faveur, mais pendant qu'ils sont occupés à cela, à environ 100 km de là, il y a un Keiju humanoïde tapis en embuscade au sommet d'une tour, et celui-ci semble particulièrement intelligent, donc il est voué à apporter des problèmes dans un avenir proche. C'était la fin de l'épisode 3. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite.